lu et signé. Lu et signé. Lu Et signé. Lu, lu lu et signé. lu Lu et signé. lu et signé. J'éteignis ma torche électrique. Je la mis dans ma poche et j'attendis. Malgré moi, je fixais le hublot en face duquel j'étais étendu. J'y voyais passer par moments des phosphorescences étranges, des bouillonnements. J'entendais des éclatements caverneux. Les différentes parties du navire, sous l'effroyable pression de l'eau, se disjoignaient les unes après les autres. Je devais être le seul survivant, moi, le voleur, le cambrioleur, hein ? Et quelle agonie atroce allait être la mienne. Si j'avais eu un revolver seulement. Ah, j'enviais les autres, ceux qui étaient morts. Par moments, quand l'épave oscillait plus fortement, je sentais contre moi le choc des petites boîtes cachetées contenant rubis et opales. Dérision. Cette fortune immense, quand allait venir le moment, ne prolongerait pas mon existence d'un seul centième de seconde. Et c'était pour la voler que je m'étais embarqué sur le Thames. Je ressentis une secousse très douce, presque imperceptible, et l'épave ne bougea plus. Elle avait atteint le fond de la mer, où elle resterait jusqu'à la consommation des siècles. Le parquet de la chambre forte, maintenant, était à peu près horizontal. Je me mis debout, je ressentais un léger mal de tête, mais c'était tout. J'allumai ma torche électrique. Les tôles de la chambre forte, il me sembla, s'étaient légèrement gondolées, mais avaient tenu bon. Je ne risquais pas pour l'instant de périr par la noyade, mais il y avait l'asphyxie. J'éteignis ma torche. Je voulais en épargner le courant. Mourir dans l'obscurité me répugnait. Je vous prie de croire que j'étais très lucide, au point que machinalement, j'essayais de calculer la profondeur à laquelle j'étais, en tenant compte du gondolement des tôles, de leur épaisseur et de la résistance de l'acier. Un calcul tout à fait imprécis, attendu que j'ignorais l'épaisseur exacte des tôles et leur degré de résistance au centimètre carré. Je ferais mieux d'essayer de dormir, pensai-je. Je fis un mouvement pour m'étendre sur le parquet, me retournai et me trouvai en face du hublot. La surprise me figea. À travers l'épaisse vitre barrée de sa croix d'acier, je distinguais une lueur d'un rouge brun, du rouge d'un fer chaud, infrarouge enfin. Je crus sur le moment à quelques phénomènes de phosphorescence, mais j'aperçus des ombres qui se mouvaient. Des poissons, sans doute. Je regardais, intéressé et épouvanté à la fois, à la pensée que ces poissons, quels qu'ils fussent, étaient destinés à se repaître de mon corps quand les tôles de la chambre forte auraient cédé. Je regardais. Il me parut que les ombres, dont les contours étaient imprécis, changeaient lentement de couleur, passant du vert sombre au rouge brun, puis au noir, et disparaissaient. Mes yeux s'accoutumaient progressivement à ces demi-ténèbres. Je discernais peu à peu d'étranges édifices cylindriques, hérissés de pointes, d'ergots, grands comme des faux, et entre lesquels des entonnoirs horizontaux étaient percés. Au-dessus de ces cylindres, de gigantesques herses profilaient leur ombre d'un vert noir. Je me crus victime d'une illusion. Ce que je voyais, c'étaient des algues sans doute, des coraux. Je regardais mieux. Je m'efforçais d'être calme, objectif. Non, ce n'étaient pas des coraux, ce n'étaient pas des algues, c'étaient bien des édifices artificiels construits par des êtres doués de raison. Les cylindres, les herses avaient des proportions régulières. Les entonnoirs étaient percés de façon à former des quinconces. Les herses décrivaient par rapport les unes aux autres des angles qui devaient mesurer exactement, je leur ai juré, 45 degrés. Mes doutes, si j'en avais eu encore, se seraient évanouis, car je vis passer entre les cylindres, entre les tours, pourrais-je dire, des carcasses oblongues terminées en fuseaux et sur lesquelles étaient posés d'étranges engins rappelant assez de gigantesques accordéons
garnies de roues dentées. Vous m'avez entendu? Des roues dentées. Autour de ces machines, des êtres extraordinaires grouillaient. Des êtres hauts de 3 mètres, peut-être moins. Le verre du hublot était peut-être gondolé par l'effroyable pression qu'il subissait. Ces êtres se composaient d'un bulbe blanchâtre strié verticalement de vert sombre, et autour duquel 3 rangées d'yeux ronds, couleur rouge cerise, étaient disposés. Sous ce bulbe, qui pouvait être haut de 50 cm et mesurer 40 cm de diamètre, se mouvaient des tentacules au nombre de 7. Je les ai comptés, assez semblables à ceux des poulpes, mais de longueur inégale. Plusieurs de ces tentacules, 3 exactement, étaient terminés par des ergots aigus qui me parurent être en métal. La tête, je veux dire l'étrange bulbe, des êtres était enserrée au-dessus des 3 rangées d'yeux d'un cercle de métal. Et au sommet du bulbe, un jet blanchâtre irrégulier jaillissait, tantôt épais, tantôt presque imperceptible. Les êtres entouraient un des engins accordéons dont je vous ai parlé et semblaient le pousser ou le traîner. Derrière eux, d'autres êtres semblables, mais plus petits, et qui ne possédaient qu'une rangée d'yeux, avançaient. Leur bulbe n'était couronné d'aucun jet, ni orné du collier de métal. Ils n'avaient pas d'ergot au bout de leurs tentacules. Des esclaves, des ouvriers sans doute. J'emploie ce nom dans le sens que lui donnent les entomologistes en parlant des ouvrières, abeilles ou fourmis. Je ne sais pourquoi, ce fut plus fort que moi. Je saisis ma torche électrique d'un mouvement spontané, irréfléchi, inconscient, pour ainsi dire, la haussai à la hauteur du hublot et pressai sur le commutateur. Tout aussitôt, je vis un des êtres groupés autour de l'engin accordéon s'approcher du hublot, cependant que le jet jailli de son bulbe grossissait considérablement. L'être se colla, pour ainsi dire, au verre du hublot. Je vis ses innombrables yeux rouges, les stries vert-noir de son bulbe. Un être hideux, mais un être doué d'intelligence. Les 3 rangées d'yeux rouges brillaient comme du métal en fusion. Les stries du bulbe semblaient s'animer, tourbillonner. J'avais, moi, mon plus parfait sang-froid, messieurs. Je pensais à ma peau. Ces êtres, quels qu'ils fussent, pouvaient peut-être me sauver. Quelqu'un qui se sait condamné à mort ne rejette aucun espoir, même le plus fou. J'agitai ma torche électrique. Je vis les stries du bulbe de l'être s'entrelacer, s'écarter, sinuer. Sans doute essayait-il de me faire comprendre quelque chose. Il s'écarta. Plusieurs des petits êtres qui suivaient l'engin accordéon s'approchèrent du hublot, entrelacèrent leurs tentacules et produisirent une lueur rouge, intense, qui éclaira presque la chambre forte. Ce n'était pas cela que je voulais. C'était sortir, revenir à la surface. Je me contorsionnais. Je ne sais plus ce que je fis. J'essayais de me faire comprendre de ces êtres qui n'avaient rien de commun avec moi, qui devaient ignorer les hommes comme les hommes les ignoraient, qui ignoraient ce que c'était que l'atmosphère, la lumière du soleil, des êtres aussi dissemblables de nous que peuvent être les habitants de la planète Mars, s'il y en a. L'air commençait à me manquer. La température de la chambre forte s'était considérablement abaissée, une véritable glacière. Je grelottais de froid autant que d'angoisse. Lorsque l'épave du paquebot s'était arrêtée au fond de la mer, j'avais fait le sacrifice de ma vie. Et voilà qu'un espoir nouveau me faisait reprendre courage. Il m'était dur de me résigner une seconde fois au grand voyage. J'appelais toute ma raison, toute ma science à moi. Je tentais l'impossible. Je m'approchais du hublot, presque à le toucher, j'ouvris la bouche et exagérais mon halètement pour essayer de leur faire comprendre que j'étouffais. Mais ils devaient sans doute ignorer tout de notre physiologie. Plusieurs d'entre eux s'étaient groupés autour du hublot et regardaient. J'observais que par moments, leurs yeux changeaient de couleur et passaient du rouge sombre au rouge ardent. Que comprirent-ils? Qui le saura? Ils s'écartèrent soudain,
et je vis s'approcher, sans que je puisse deviner qui la mouvait, une sorte de cage qui avait grossièrement la forme d'un fuseau vertical. Au centre de ce fuseau, 2 cônes aux sommets opposés dardaient un double rayon rouge qui se réverbérait sur les barreaux de la cage, barreaux qui semblaient être faits de jais. Le double rayon écarlate augmentait rapidement d'intensité. Il devint bientôt assez fort pour illuminer la chambre forte qui fut entièrement baignée de ces rayons. De la lumière. Ce n'était pas cela qui me manquait. C'était de l'air. J'étouffais. Combien de minutes s'étaient écoulées depuis que le Thames avait sombré? Combien d'heures? J'étais tellement intéressé par ce que je voyais que j'avais perdu la notion du temps. Mais mes poumons, eux, réclamaient de l'air. Je me rendis compte peu à peu que le froid qui me glaçait diminuait. L'étrange fuseau ne rayonnait pas seulement de la lumière, mais de la chaleur. Je me sentis mieux. Je cessai de grelotter. Je pus voir disparaître les unes après les autres les gouttelettes de condensation qui s'étaient formées contre les tôles. Mais j'entendis 2 ou 3 craquements sourds qui m'avertirent que les parois de la chambre forte commençaient, comme moi, à donner des signes de fatigue. Je me remis à trembler en pensant à la mort qui me guettait. Mourir était maintenant pour moi mourir 2 fois. Après ce que je venais de voir, ce que je voyais, je voulais vivre, pour faire connaître au monde mon extraordinaire découverte. Mais je comprenais que mon salut était impossible. Que je restasse dans la chambre forte, je périssais asphyxié, en admettant que ces parois résistassent. Si j'en sortais, c'était l'écrasement, la noyade. Je me contorsionnais éperdument, convulsivement, frénétiquement. De l'air, il me fallait de l'air. Je montrais ma gorge, je fis mine d'étouffer. Les êtres regardaient. Le changement de couleur de leurs 3 rangées d'yeux, l'agitation des stries de leurs bulbes, me révélait qu'ils pensaient, qu'ils raisonnaient. Peut-être étaient-ils émus. Sans doute avaient-ils vu d'autres hommes, mais morts. Un extraordinaire hasard avait voulu que je fusse vivant. Le dieu des cambrioleurs, peut-être. Philippe Raquier eut un ricanement cynique. Sa voix s'affaiblissait. Mais ceux qui l'écoutaient étaient tellement intéressés qu'ils ne pensaient pas à lui conseiller de se reposer. Il fit une pause de quelques secondes. Son cœur s'était calmé. Il parla de nouveau d'un ton à peine perceptible. Les êtres s'écartèrent. Je crus qu'ils m'avaient abandonné. J'en vis passer d'autres, des petits, ceux que j'appelais des esclaves. Ils poussaient devant eux, posés sur des hémisphères qui glissaient avec rapidité, toutes sortes d'objets en qui je reconnus des débris du Thames. Bossoirs tordus, cornières, plaques de chaudière, etc. Une intuition me traversa l'esprit. Si c'étaient ces êtres qui avaient provoqué le naufrage du paquebot pour s'emparer de ces dépouilles. J'entendis peu après un grincement qui me fit frémir. Je me demandais si ce n'était pas les tôles de la chambre forte qui cédaient. Il me sembla sentir une odeur de soufre. Et soudain, je respirais mieux. Ma tête me sembla plus légère. J'éprouvais un sentiment de réconfort et de soulagement. J'essayais de comprendre. J'analysais mes sensations. Et je compris. Oui, je compris. Les êtres m'envoyaient de l'oxygène pur. Je les vis qui s'étaient de nouveau approchés du hublot et qui m'observaient. Moi, je haletais. Je respirais avec frénésie. Une surexcitation étrange me gagnait. J'étais comme ivre. Je crois qu'à ce moment, je tins des propos incohérents. J'interpellais les êtres, les effets de l'oxygène. D'un violent effort, je parvins à me calmer un peu. Je respirais. C'était un résultat. Mais les tôles de la chambre forte, je le voyais sans pouvoir me leurrer, se gondolaient de plus en plus. D'un moment à l'autre, elles allaient céder. Je ne sais pourquoi, une rage stupide me prit. Je ramassai plusieurs des boîtes contenant opales et rubis et de toutes mes forces, les lançai contre les parois, où elles se fracassèrent. Le parquet, en un instant, fut jonché de pierreries qui scintillèrent à la clarté écarlate du double rayon émis par la cage en forme de fuseau. Je pus constater que les êtres
ne manifestait aucune émotion, aucun sentiment, à la vue de ces richesses humaines. Mon cœur battait de plus en plus vite. Il me semblait que mes artères bouillonnaient. Une soif dévorante desséchait, brûlait mon palais. Ma langue, peu à peu, devenait dure. Je compris que c'était la fin. Comme un imbécile, je recommençais à gesticuler. Je voulais sortir, remonter à la surface, revoir le soleil, vivre. Vivre 1 heure seulement s'il le fallait, mais revoir la lumière blanche, la vraie lumière, celle du jour, la lumière des hommes. Immobiles, les êtres continuaient à m'observer. Le jet de vapeur montait tout droit de leurs bulbes, et derrière eux, je distinguais des fourmillements confus que je n'avais plus assez de sang-froid pour analyser. Je haletais comme un chien, ma langue sèche et dure dardait hors de ma bouche. La température dans la chambre forte était toujours aussi douce, tiède. Mais de nouveau, l'eau suintait à travers les tôles. Alors brusquement, je me résignais. Vous comprenez ? J'acceptais l'inéluctable. Je regardais une dernière fois les êtres étranges qui n'avaient pu que prolonger mon agonie, puis je m'étendis sur le parquet d'acier que je sentis humide sous moi. L'acide carbonique, qui, plus lourd que l'oxygène, stagnait à la partie inférieure de la cabine, me suffoqua. Il me sembla entendre des chocs, des grincements. Je crus que l'on me secouait. Et plus rien. Je perdis connaissance. Philippe Raquier s'interrompit. Le capitaine Mercier et Jacques Michel, bien que penchés sur lui, avaient à peine entendu la fin de son récit. Croyant que le naufragé voulait reprendre des forces avant de terminer, ils attendirent. « Et après » demanda Mercier, après qu'une longue minute se fut écoulée. « Comment après » murmura l'ingénieur en le regardant. « Après, monsieur, je ne sais plus rien. »« Oui, d'après ce que vous m'avez dit, j'ai sans doute été enfermé dans cette boule où vous m'avez recueilli. Les êtres du gouffre ont eu pitié de moi et m'ont renvoyé à la surface. Donnez-moi à boire, je vous prie. » La bouteille de tafia était vide. Mercier regarda l'homme, puis se tournant vers le second capitaine, il l'envoya chercher un autre flacon. « Buvez et essayez de dormir, » dit-il en tendant à Raquier un verre qu'il avait empli à demi. Le naufragé but sans mot dire. Il assura sa tête sur l'oreiller et ferma les yeux. Mercier fit signe à son second de le suivre et sortit avec lui sur la dunette. « Qu'est-ce que vous en pensez ?» questionna-t-il après avoir doucement refermé la porte. « Un fumiste ou un fou, hein ?» Mais qui l'aurait enfermé dans cette sphère qui n'était pas en métal, puisqu'il a suffi de quelques balles pour la fracasser, objecta Jacques Michel. Nous verrons cela. Demain, lorsqu'il sera reposé, nous l'interrogerons soigneusement, de façon à nous rendre compte de la vérité. Venez dîner. Il est plus de 8 heures, mon cher, et le pauvre Maurice doit commencer à trouver le temps long sur la passerelle. Le lendemain matin, le capitaine Mercier se rendit auprès du naufragé et constata qu'il était mort. Ses haillons ne contenaient aucun papier d'identité. Il fut cousu dans un linceul de toile à voile et immergé dans la matinée. Le soir même, l'Ariadne mouilla en rade de Djibouti, où le capitaine Mercier déposa aussitôt son rapport de mer dans lequel il relatait comment il avait recueilli l'extraordinaire naufragé. Il apprit que le Thames, courrier d'Australie, existait réellement et était attendu vainement à Aden depuis 4 jours. L'Ariadne repartit de Djibouti le jour suivant. Une semaine plus tard, le canal de Suez traversé, elle arriva à Port Saïd, où le capitaine Mercier connut que le Thames avait sombré dans les parages du cap Guardafoui, sans qu'on en connût la cause. Des pêcheurs arabes, qui avaient recueilli en mer et ramené à Aden quelques épaves provenant de l'infortuné paquebot, assurèrent qu'au moment présumé du sinistre, le temps était particulièrement beau dans les parages de Guardafoui. 2 autres navires,
l'Ophir de Londres et le général Errázuriz de Callao, qui naviguaient pendant la nuit du naufrage du Thames au large de Guardafui, confirmèrent ces déclarations. Arrivé à Nantes, le capitaine Mercier, que le récit de Philippe Raquier avait fort impressionné, se renseigna et apprit facilement que le Thames avait embarqué à Melbourne, lors de son suprême voyage, une importante quantité de rubis et d'opales. Philippe Raquier n'avait pas menti. Existe-t-il donc au fond de la mer des êtres qui nous connaissent et que nous ne connaissons pas, des êtres doués d'une civilisation avancée et qui peut-être provoquent les naufrages de nos navires pour s'approprier certains objets? Un fait est certain, c'est qu'au large du cap Guardafui, plus de 100 navires se perdent chaque année. Le Godoc, le Renard, l'amiral Guédon y ont fini leur carrière, et bien d'autres. Les courants ont été incriminés. Mais sont-ils les seuls coupables ?